Bonjour et merci de m'avoir invité dans ce colloque. Alors effectivement, je vais vous parler de Rodolfo Walsh, des récits de détectives au texte de non-fiction, un développement d'une vision politique engagée de la police, des forces de l'ordre en Argentine. Alors, je ne serais pas surpris s'il n'y a pas beaucoup de gens dans la salle qui ne connaissent pas Rodolfo Walsh. C'est quelqu'un qui a disparu au sens propre et figuré en 1977. Il fait partie des disparus de la dernière dictature argentine, né en 1927, donc il avait tout juste 50 ans le jour de sa disparition. Alors Rodolfo a été écrivain, journaliste, homme politique, militant, et c'est d'ailleurs ce qui lui a causé sa vie. Alors on plonge dans le passé ici, ce n'est plus l'actualité qui a été évoquée dans l'introduction, un passé qui ne passe pas, dont témoignent encore aujourd'hui à Buenos Aires les grands-mères et les mères de la place de Mai. Et c'est un peu par là que je suis rentré dans ce personnage, un voyage que j'ai fait en 2007. Où il apparaissait, sa figure apparaissait dans les manifestations, effectivement. Une exposition aussi à l'Université de La Plata, la faculté de journalisme, la plus ancienne d'Amérique du Sud et la plus importante encore aujourd'hui d'Argentine, où on célébrait effectivement les 30 ans de sa disparition en 2007. Alors, intrigué, j'ai voulu en savoir plus et actuellement je prépare donc une biographie en français de ce personnage, très peu connu je pense en France, mais qui est une véritable icône en Argentine. Et effectivement, lundi dernier par exemple, on célébrait l'anniversaire de sa mort en même temps que l'anniversaire du coup d'État de 1976. Alors, il y a ce petit texte. On m'appelle Rodolfo Walsh. Quand j'étais petit, je n'étais pas du tout satisfait de ce nom. Je pensais par exemple qu'avec un nom pareil, je ne pourrais jamais être président de la République. Je suis né à Tchuele, ce qui veut dire cœur de bois, cœur de pierre. Plusieurs femmes me l'ont reproché. Très tôt, ma vocation fut claire. Je serais aviateur en raison de je ne sais quelle confusion. L'aviateur de la famille, ce fut mon frère. Je suppose qu'à partir de là, j'ai perdu toute vocation et je n'ai plus qu'à exercer beaucoup de métiers. Le plus spectaculaire, laveur de carreaux, le plus humiliant, plongeur dans un restaurant, le plus bourgeois, vendeur d'antiquités, le plus secret, cryptographe à Cuba. Alors effectivement, il a été tout cela, il a été traducteur, correcteur d'imprimerie, professeur d'anglais, journaliste donc, écrivain, dramaturge, militant révolutionnaire et péroniste, dont les idées, les actions se sont construites au fil du temps. Et il l'a dit plus tard, j'ai été poussé, emporté par l'époque, j'aurais pu être n'importe quoi. Alors la police, les forces de l'ordre tiennent une place spéciale dans sa vie, dans ses écrits. Il y a une perception, une représentation qui évolue au fil du temps, qui évolue en même temps que l'histoire argentine et qui évolue en même temps que sa vie elle-même jusqu'à son issue dramatique. Alors, bon, je vais passer assez vite sur les éléments biographiques parce que vous les lirez dans la communication et ça nous ferait déborder peut-être. Mais donc, né en milieu rural, une famille rapidement déclassée, une vie professionnelle qui commence tôt chez Hachette, une filiale française de Hachette à Buenos Aires. Il est correcteur d'imprimerie, traducteur et finalement éditeur d'anthologies policières et fantastiques. Et il entame des études de lettres, de philosophie qu'il ne termine pas. Alors une vie assez peu politisée malgré une fréquentation molle de l'Alliance libératrice nationaliste et un mariage, 2 filles. Et une vie à La Plata qui est une ville à une 60aine de kilomètres au sud de Buenos Aires, une ville administrative et universitaire. Et à partir de 1947, donc, il commence des travaux de journaliste, plutôt pigiste et plutôt dans le fait divers, et puis des chroniques plus ambitieuses, critiques, et un travail d'écrivain aussi, des nouvelles policières qu'il
publiera dans Léoplan ou Vea y Lea, qui étaient des revues assez connues à l'époque en Argentine. Alors son premier livre date de 1953, Variaciones en Roro, qui est un livre de nouvelles policières. Et il dira plus tard, mon premier livre, ce furent 3 nouvelles dans le genre policier, genre qui me fait horreur aujourd'hui, en 65. Je l'écrivis en un mois sans penser à la littérature, mais à l'amusement et à l'argent. En fait, bon, il est peut-être un peu dans l'autodérision, une certaine pudeur, une modestie, mais c'est là qu'il fait ses premiers pas d'écrivain. Donc, la police le concerne effectivement en tant que rédacteur de romans policiers. Alors, ces premiers travaux d'écriture policière vont évoluer du modèle britannique, basé sur la relation détective-énigme à résoudre, vers quelque chose qui se rapproche du roman noir américain, et Dashiell Hammett est une référence du jeune Walsh à ce moment-là. Alors c'est une littérature où on pratique la dextérité intellectuelle. C'était un grand joueur d'échecs et on retrouve ça dans ses écrits, mais où il s'agit effectivement de ne pas contester forcément l'ordre établi, hein, des récits essentiellement conservateurs, dira David Vignas, un de ses exégètes. Les appareils policiers, les institutions judiciaires sont porteurs de valeurs morales, ne sont pas remis en cause ni questionnés à ce moment-là. Dans la série noire, par contre, genre série noire, ça évolue un peu, et notamment les relations entre le bien et le mal sont plus ambiguës, et criminels et autorités peuvent être liés. C'est même une figure classique, hein, du roman noir. Il n'y a plus forcément d'énigmes à résoudre, mais les âmes humaines qu'il faut explorer. Alors dans ces deux registres, roman noir et énigmes britanniques, dirons-nous, Rodolfo Walsh apparaît puisqu'il met en scène un certain Daniel Hernandez, qui est son alter ego, hein, comme lui correcteur d'imprimerie, comme lui journaliste, et un binôme avec 2 commissaires. Le commissaire Jiménez, spécialiste des méthodes scientifiques, et dans ce duo c'est plutôt Hernandez qui domine, et puis plus tard, plus intéressant peut-être, le commissaire Lorenzi, qui devient le véritable conducteur des nouvelles. Lorenzi, un policier désabusé qui fait confiance à son expérience, ses connaissances de la nature humaine, plus qu'aux déductions classiques et aux techniques de la police scientifique. Un Lorenzi qui serait peut-être plus proche de Maigret que d'Hercule Poirot, et qui sait que vérité et justice ne sont pas forcément synonymes. Alors, il va y avoir plusieurs nouvelles, et Lorenzi, finalement, dira que le monde est trop compliqué pour être réduit au code quelconque d'un univers policier, et il démissionnera dans une des dernières nouvelles que lui consacre Walsh. Il a déjà pris ses libertés avec les règles communes et légales, et finalement il rend sa charge, prend sa retraite. Alors, ce sont des nouvelles policières encore avec Lorenzi, mais des nouvelles policières qui sont naturalisées argentines. Elles s'inscrivent dans la réalité argentine des années 50, et il y a déjà une pointe de critique face à la situation. Mais finalement, Walsh n'est pas du tout politisé, peut-on dire, à cette époque. Alors, son histoire individuelle rencontre bien sûr l'histoire collective de l'Argentine, le péronisme, hein. Je ne vais pas la refaire ici, on y serait jusqu'à midi, mais il vit la décade péroniste plutôt en opposant entre 45 et 55, est favorable à la chute du général Perón quand elle se produit en 1955, et ne fait pas trop attention aux événements violents qui se déroulent en 55 et en 56 à cette époque.
Mais pourtant, en 1956, sa vie va basculer complètement avec un épisode politico-militaire, un contre-coup d'État qui entend restaurer le général Péron au pouvoir. Et depuis son domicile même, Walsh assiste au combat, puisque certains se déroulent juste en face de sa maison. Ceci dit, il n'y prête pas attention. Mais quelques mois plus tard, un de ses amis, alors qu'il joue aux échecs dans un café de La Plata, lui dit « Hay un fusilado que vive ». Il y a un fusillé qui a survécu. Et ça va être la naissance d'une enquête, un livre, Opération Massacre, Opération Massacre, qui est le grand livre de Rodolfo Walsh, et une enquête qui va changer sa vie. Je ne sais ce qui m'attire dans cette histoire brumeuse, lointaine, hérissée d'improbabilité. Je ne sais pourquoi je demande à parler à cet homme, le survivant, pourquoi je parle avec Juan Carlos Livraga. Mais ensuite, je sais, je vois ce visage, le trou dans la joue, le trou plus grand dans la gorge, la bouche fracassée et les yeux opaques où plane toujours une ombre de mort. Je me sens insulté. Alors, les faits sont les suivants. Durant la tentative du coup d'État, les policiers ont raflé dans la grande banlieue de Buenos Aires un groupe de civils. Une arrestation qui a lieu à 23h30 le 9 juin. Ils sont interrogés, amenés dans un commissariat et plus tard, une douzaine sont amenés dans un terrain vague et exécutés sommairement. Pour y être exécutés sommairement. Mais finalement, ça se passe avec si peu de conviction que c'est un fiasco. 5 personnes sont véritablement tuées, peut-être 6, et 7 condamnés s'échappent dans la nuit. Parmi eux, le survivant en question, et c'est donc le début d'une enquête. Une enquête journalistique minutieuse, qui va être tout d'abord une enquête publiée dans la presse, et puis un livre avec cet ouvrage Opération Massacre qui a été traduit seulement en France en 2010 et encore je viens d'apprendre que la traduction anglaise ne date que de cette année 2013, donc effectivement quelque chose de méconnu en France. Alors c'est un livre où Walsh présente les protagonistes de l'affaire, les faits eux-mêmes et puis les preuves d'un crime d'État qui s'est produit, puisque fusillés en vertu d'une loi martiale qui n'a été décrétée qu'après leur arrestation. Et c'est donc une enquête à charge. Il s'agit de dénoncer, d'obtenir la condamnation des responsables, une réhabilitation des victimes. Et en particulier, Walsh vise tout particulièrement le chef de la police de la province de Buenos Aires, Fernandez Suárez, dans son travail. Alors, c'est un livre qui va avoir une destinée importante en Argentine, de multiples rééditions, une adaptation en bande dessinée, un film au début des années 70, et donc quelque chose d'important. Alors, pourquoi est-il important? Pour le fait raconté, politico-militaire, qui appartient à l'histoire argentine, mais aussi parce que c'est un livre qui innove dans son genre, dans son écriture. En fait, c'est un livre qu'on peut ranger tout à fait dans le journalisme de non-fiction, les récits de non-fiction et le nouveau journalisme. Plusieurs années avant Truman Capote, en fait, Walsh écrit un livre qui respecte les canons classiques de cette écriture nouvelle. Et pour certains, Walsh est le véritable inventeur du genre. Alors nous savons que ce n'est pas aussi simple, que le genre lui-même ne peut pas être daté si simplement, mais la thèse argentine a au moins le mérite de mettre à mal l'idée que le genre serait pure fabrication états-unienne et nord-américaine. Alors, quelle est l'image de la police dans Opération Massacre? Une image très dure de Desiderio Fernandez Suárez, un portrait féroce, c'est un répresseur, c'est un criminel d'État, et il veut sa condamnation. Mais finalement, il échappera à la justice.
L'inspecteur commissaire Rodriguez Moreno, qui conduit les exécutions, n'est pas mieux traité, faible, lâche, heureusement inefficace, mais aussi conscient et gêné. La mission à accomplir était extrêmement pénible. Elle outrepassait toutes les fonctions spécifiques de la police, dira-t-il plus tard. Mais sinon, les subordonnés, les exécutants n'apparaissent jamais haineux, velléitaires, et il faut noter que parmi les victimes, 4, peut-être 5 des fusillés étaient des policiers, gendarmes ou militaires, et qu'ils figurent dans le camp des victimes. Donc. En fait, c'est d'un point de vue moral, légal, que se place Walsh. Il veut que soit reconnu le crime d'État et il va échouer complètement. En 64, amer, il dit « Cette affaire n'est plus actuelle, c'est à peine un fragment d'histoire, cette histoire a vécu ». Le livre a pourtant radicalement changé sa vie. En l'écrivant, je compris qu'au-delà de mes intimes perplexités, il existait un monde extérieur menaçant. Alors la vie change effectivement, et je manquais de temps pour vous en dire un peu plus. Donc il écrit 2 autres livres de même nature, El Caso Satanovsky, l'assassinat d'un avocat d'affaires, et Quien mató a Rosendo, l'assassinat également d'un dirigeant syndicaliste argentin. Et à chaque fois, c'est les liens de corruption, les liens obscurs entre les pouvoirs de l'époque et ces assassinats qui sont mis à l'œuvre. À chaque fois, le récit est un récit d'enquête, un récit de non-fiction, mais qui se nourrit effectivement de la littérature policière. Et c'est particulièrement vrai pour Quien mató a Rosendo, qui a tué Rosendo. Alors, c'est un écrivain. Hein. En 64, je décidais que de tous les métiers terrestres, celui qui me convenait le mieux était le violent métier d'écrivain, dira-t-il. On peut retrouver ce texte dans un autre des livres disponibles en français, Les métiers terrestres, hein, qui vient d'être publié à la fin de l'année 2012, une maison d'édition québécoise. Les métiers terrestres à la découverte ne sont plus disponibles depuis longtemps. Alors, il publie d'autres textes, et Samourer, cette femme, est un texte qui parle de la destinée étrange et macabre du cadavre de Eva Perón, et là il retourne les choses. L'enquête policière qu'il a menée a échoué, eh bien il en fait de la littérature. Et il va s'engager beaucoup plus dans la politique, le syndicalisme d'abord. Il fonde l'hebdomadaire de la CGT argentine et il publiera des articles très sévères sur la police de Buenos Aires, la secta del gatillo alegre y de la picana, la secte de la gâchette facile et de la gégène. C'est une meute d'hommes dégénérés, une pègre en uniforme, une délinquance organisée qui agit au nom de la loi. La secte de la gâchette joyeuse est aussi la loge des doigts dans la confiture. Donc, un regard de plus en plus engagé qu'il va développer aussi dans le journal, le quotidien Noticias de los Montoneros. En fait, à la fin des années 60, Rodolfo Walsh a intégré le mouvement Montonero. C'est un intellectuel organique, un journaliste intégral peut-être, au sens gramscien des mots, et sous les noms clandestins de Esteban, capitaine, professeur Nerus, il devient un officier dans l'organisation militaire clandestine. Il est chargé de l'intelligence, du renseignement, et dira à sa fille, une de ses filles, sa fierté d'être devenu un combattant plus tard. Alors, on s'achemine vers la fin de sa vie. En mars 76, un coup d'État accélère les choses. Les militaires prennent le pouvoir, la répression est féroce et il y a cette politique systématique des disparitions. 30 000 disparitions, dira-t-on, jusqu'à aujourd'hui. Walsh participe
à ces événements depuis la clandestinité. Il est devenu un militant clandestin. Il continue à être journaliste militant. Il va fonder avec d'autres l'Agencia de Noticias Clandestina et la chaîne informative. Et dans ces textes, d'ailleurs, il y a encore à nouveau des relations avec la police. Il s'agit notamment d'utiliser toutes les informations qui peuvent semer le trouble chez les forces de l'ordre. Et ce câble, par exemple, du 19 décembre 1976, parle du mal-être dans la police provinciale, des relations difficiles entre les forces de l'ordre et l'armée. Il y a un événement dramatique. Il perd une de ses filles qui est tuée lors d'un affrontement avec les militaires en 1976, et une stratégie de guerre totale entre la guérilla et la police de l'époque. Les Montoneros, la direction Montoneros a demandé d'éliminer les policiers sans discrimination à ces militants, et lui-même peut-être a participé à des attentats dans ce registre, mais ça reste en discussion aujourd'hui. En tout cas, il prend ses distances avec cette lutte armée. Il critique la dérive militariste du mouvement péroniste de gauche et adresse des textes où justement il met l'accent sur l'inutilité de ces assassinats de policiers qui coûtent plus en termes de propagande et de moyens qu'ils n'apportent au mouvement de la guérilla. Alors, ce sont les papiers. Et puis, dernier point, eh bien, un texte emblématique pour Walsh. La veille de sa mort, le 24 mars 1977, il publie Lettre ouverte d'un écrivain à la junte militaire. C'est un texte qui a en Argentine autant de valeur, de place, peut-on dire, que le J'accuse de Zola peut en avoir en France. Un texte très souvent cité la semaine dernière à l'ambassade argentine pour commémorer l'anniversaire du coup d'État. Eh bien, ce texte a été lu en public par des militants de la mémoire de cette époque. Alors, ce texte, là encore, bon, il me manque de temps, mais évoque la police, la répression, les forces de l'ordre en général, hein, tout est mélangé à cette époque, et il évoque notamment, dès 1977, les vols de la mort, comment les militaires se débarrassent de leurs opposants en les jetant dans le Rio de la Plata ou dans la mer. Alors ça se termine par ces mots. Voici les réflexions qu'en ce premier anniversaire de votre funeste gouvernement, j'ai voulu faire parvenir aux membres de cette junte, sans espoir d'être écouté, avec la certitude d'être pourchassé, mais fidèle à l'engagement que j'ai assumé il y a longtemps, de témoigner dans les moments difficiles. Alors, pourchassé, il va l'être. Dès le lendemain, le 25 mars, il tombe dans une embuscade à l'angle de l'avenue San Juan et de l'avenue San Entre Rios à Buenos Aires, et ne veut pas se faire prendre vivant, donc il est armé. A-t-il le temps de sortir son arme? On ne sait pas vraiment maintenant, mais il est abattu dans la rue. Alors, mortellement blessé ou tué sur place, son corps est amené à l'ESMA, la fameuse école de mécanique militaire. Probablement, il est mort avant d'y arriver, et son corps a totalement disparu, totalement disparu depuis. Alors il y a des traces, il y a en épilogue, peut-on dire, ce procès le 26 octobre 2011, un jour lumineux de justice, dira son complice Verbitsky, où les répresseurs, les tortionnaires, sont condamnés, et sont condamnés à la prison à perpétuité pour beaucoup. Parmi eux, il y a des militaires, parmi eux, il y a des policiers aussi, et donc la boucle est bouclée, et Rodolfo Walsh termine sa vie, effectivement, en 1977, et en 2011, les policiers qui l'ont poursuivi et tué sont à leur tour condamnés.
Alors voilà, c'est un petit peu impressionniste, mais je pense que c'est un parcours intéressant. C'est un autre rapport avec la police, bien sûr, que ceux qui seront évoqués aujourd'hui. Mais ça fait partie, effectivement, de ces rapports complexes entre les écrivains, les journalistes et une certaine police dans un certain temps et une certaine époque. Merci.